Bonjour et bienvenue au Verbomoteur. Ici Simon Lessard en compagnie de nos 3 chroniqueurs du magazine Le Verbe. Cette semaine, James Langlois, Benjamin Boivin et Stéphanie Grimard. Bonjour, bienvenue à vous 3. Allô, Simon. Merci. Bonjour. Durant la prochaine demi-heure, nous parlerons de la condamnation de Marine Le Pen en France. Nos systèmes judiciaires ont-ils trop d'influence sur la vie politique? Nous entendrons aussi l'édito de James Langlois sur sa nouvelle passion pour le hockey. Et nous discuterons ensemble en fin d'émission de l'enjeu de l'immigration qui refait surface dans la campagne électorale. Comment tracer la ligne entre intégration et assimilation? Pas facile de prononcer aujourd'hui. C'est des mots compliqués. Hein? Exactement. C'est difficile. On commence aussi cette émission, comme à l'habitude, avec une question brise-glace. Cette semaine, la semaine prochaine, dépendant du moment où vous écoutez cette émission, c'est la Semaine sainte. La Semaine sainte, pour vous, qu'est-ce que ça veut? Est-ce que ça a un sens particulier? Avez-vous des rituels, des choses spéciales que vous faites pour célébrer Pâques, par exemple? Stéphanie? Ben moi, ça va être... tout ça est un peu nouveau pour moi. Là. J'avais été au Mercredi des Cendres pour la première fois. J'ai fait un peu mon carême à ma manière. Puis que là, je veux vraiment finir ça en beauté avec le Triduum. Fait que je veux vraiment... je vais aller aussi à la... J'ai hâte à la messe des rameaux. Ça, j'ai des souvenirs d'enfance des rameaux. J'ai hâte de revivre ça dimanche. Puis, c'est ça, finir ça avec les 3 jours. Puis vraiment me plonger dans cette atmosphère-là. J'ai hâte de vivre les rituels. Puis de vivre ma Pâques. Là. C'est vrai que toutes les messes où on a des petits objets dans les mains, comme les rameaux, les bougies... Ça donne quelque chose de plus... Je sais pas, c'est plus incarné. Puis j'aime bien ça. Et toi, James, la Semaine sainte? Ben moi, tu sais, vu que je suis catholique, Simon, je vais essayer de suivre les rituels que l'Église me propose. Là. C'est tout? Oui, tout simplement. Donc, toi, tu respectes la loi, la lettre? Ben non, parce que techniquement, l'Église nous demande seulement d'aller à la messe de Pâques, là, mais je trouve que le Triduum aussi, ce sont des célébrations magnifiques. Là, donc, je vais essayer de les vivre entièrement. Donc, le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint, le Triduum, c'est ces 3 grands jours. Ben, évidemment, avec le dimanche de Pâques aussi. Et Benjamin? Ah ben oui, c'est génial, hein, la Semaine sainte, là, une série interminable de messes qui n'en finissent plus avec des enfants très jeunes, insupportables, spécialement lorsque c'est important de bien se comporter. Ça va être génial. On va les fêter au couvent des Dominicains dans ma région, comme je suis laïque dominicain. On va foutre le bordel dans le couvent des Frères, ça va être super. Ils voudront plus nous inviter pendant 1 an. Bon, on te reconnaît, plein d'optimisme, comme toujours. Écoute. Voilà, on y va pour la nouvelle de la semaine. La condamnation de Marine Le Pen le 31 mars dernier pour détournement de fonds publics continue à faire réagir en France et dans le monde. Sa peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire compromet grandement sa candidature à la présidentielle de 2027. Benjamin Boivin, est-ce qu'on peut dire que Marine Le Pen est victime d'une injustice? Non, je pense pas que Marine Le Pen est victime d'une injustice. Elle a commis un crime, une infraction à la loi qui est... la loi est bien connue. La loi, elle est connue depuis plusieurs années. Et puis, elle est publique. Et Marine Le Pen a enfreint la loi, du moins c'est ce que la Cour a déterminé, et donc elle subit une conséquence proportionnée, déterminée par la loi. Maintenant, on peut se questionner sérieusement sur la qualité du jugement prudentiel de l'individu qui a choisi de faire appliquer la sentence de manière provisoire en attendant un appel que Marine Le Pen va chercher à obtenir. Mais c'est crime, de détournement de fonds publics. Hein, oui, pour être exact, il s'agit d'une histoire d'assistant parlementaire au Parlement européen, histoire qui a affecté plusieurs partis politiques dans plusieurs pays différents dans les dernières années. Là, Marine Le Pen et le Front national, le Rassemblement national ne sont pas les premiers à être visés par des accusations de ce type-là. Il y a plusieurs politiciens qui ont été en cause dans ces histoires-là. Avec Mélenchon. À gauche, à droite, au centre, en haut, en bas, partout. Et il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Personne n'a détourné des fonds publics pour s'en mettre dans ses poches. Non, c'est l'utilisation des fonds. Est-ce qu'elle devait servir le bien public pour des assistants parlementaires ou plutôt le bien particulier de partis politiques et leurs activités partisanes? Des distinctions qui sont parfois difficiles à faire. Mais dans tous les cas, la loi était claire et Marine Le Pen est responsable de ne pas l'avoir respectée. Et donc, elle a été reconnue coupable. Et maintenant, il y a des conséquences à ça, des conséquences qui sont, soit dit en passant, extrêmement sévères, qui, comme je le disais, s'appliquent dès maintenant, de telle sorte que les procédures judiciaires pourraient se prolonger pendant plusieurs années. Il est très probable que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter aux élections présidentielles des prochaines élections présidentielles en 2027, où elle avait l'intention de se présenter, parce que le processus ne sera pas terminé, puisqu'elle la peine s'applique dès maintenant. Il y a beaucoup de gens dans la société française qui ont le sentiment qu'il y a une injustice ou l'impression d'une injustice parce que ça semble d'une part disproportionné et d'autre part,
il n'y a comme pas de recours alors que finalement, l'affaire judiciaire n'est pas terminée. Maintenant... Et l'exécution provisoire, ce n'était pas obligatoire selon la loi. Donc là, ça, c'est une décision personnelle de la juge. Oui, c'est ça. Mais lorsque la question est est-elle victime d'une injustice, je pense que la réponse est non, dans le sens où la loi s'applique de manière aveugle et au moins en apparence. Et finalement, il n'y a rien là-dedans qui relève d'une mauvaise pratique judiciaire. Maintenant, on peut tout à fait remettre en question le jugement prudentiel de la juge, comme tu dis. À mon avis, c'est une décision qui est assez peu sage parce que finalement, ça intervient dans le processus politique d'une manière qui crée l'impression d'un traitement inéquitable en raison de l'identité politique du parti que Marine Le Pen dirige et aussi qui interfère dans la démarche d'acteurs politiques de grande importance. Et l'une des raisons pour lesquelles il y a une marge de manœuvre dans l'application de la sentence, c'est justement pour prendre en considération les facteurs de ce genre-là, finalement. Ça a été mentionné, Jean-Luc Mélenchon, qui est d'un parti beaucoup plus à gauche, on pourrait dire même à l'extrême opposé de Marine Le Pen, lui aussi est accusé de choses similaires. François Bayrou, l'actuel premier ministre, aussi. Ça semble toucher tous ceux qui ne sont pas dans le parti de Macron en ce moment. C'est dur de séparer ici politique et justice. Il y a des gens qui pensent que peut-être certains politiciens se servent de la justice pour écarter leurs adversaires. Évidemment, il n'y a rien de tout ça qui a été démontré, là. Mais est-ce qu'il n'y a pas trop d'influence ici, en tout cas dans ce cas-ci, entre le système judiciaire et la vie politique? Parce que là, on empêche celle qui est première dans les sondages en ce moment à se présenter à la présidentielle. Mais c'est clair que ça pose une question plus générale, cette affaire-là, de qu'est-ce qui ressort finalement de l'action politique légitime et qu'est-ce qui ressort de ce qu'on pourrait appeler l'empire du droit, finalement. Dans quelle mesure le système juridique, les juges, les juristes, les cours constitutionnels ont le loisir d'intervenir dans les activités politiques qui habituellement sont le fait de l'action civique des citoyens, de leur choix électoral et des décisions qui sont prises par les gens qui sont élus. Et c'est clair qu'on observe en France comme ailleurs en Occident un activisme judiciaire, finalement, une propension de plus en plus grande des juges et des instances judiciaires à prendre des décisions, à faire des déterminations politiques qui, jusqu'à il y a seulement quelques années, seulement quelques dizaines d'années dans certains cas, vraiment relevaient de l'action politique. Et on pourrait dire, en un certain sens, que ça viole un aspect fondamental de la nature humaine, qui est sa nature politique. C'est vraiment l'expression de la nature humaine que de prendre des décisions sur le bien commun de manière ordonnée politiquement. Il y a une forme de gouvernement de soi par soi, que ce soit par des instances démocratiques ou même aristocratiques, si on prend la tradition politique aristotélicienne. Mais dans tous les cas, la sphère politique est une sphère fondamentale de l'expérience humaine que le droit, qui est technocratique et qui souvent se présente comme relevant de l'objectivité et ne reconnaît pas la dimension prudentielle de ses activités, met un peu de côté. Et finalement, les citoyens, en France, dans ce cas-ci, aux États-Unis, dans d'autres circonstances, ont l'impression que ce qui fait le sel de la vie commune leur est retiré. Ça pourrait démotiver l'engagement en disant de toute façon, les juges décident à notre place. On a vu quelque chose de similaire avec les cours suprêmes dans plusieurs pays qui souvent imposent des décisions contraires à ce que les élus voudraient. Ça remet en cause peut-être même un peu, est-ce que c'est vraiment le peuple qui décide dans certains cas? J'aimerais en terminant là, rapidement, Benjamin, est-ce que d'une manière, ça pourrait pas aider Marine Le Pen et son parti, disons davantage son parti, là, que cette condamnation-là, si elle est perçue comme une victime, on a vu dans d'autres pays que des chefs de partis politiques qui se font attaquer comme ça, finalement, gagnent en popularité après un certain temps. On vient d'en avoir un exemple récent aux États-Unis où M. Trump était accusé de plusieurs chefs d'accusation dans différentes instances, certains qui semblaient plus politiques, d'autres qui semblaient plus sérieux. Dans tous les cas, le système politique américain est tel que M. Trump a pu se présenter et être élu. La grande différence, c'est que pour l'instant, Marine Le Pen semble être dans une situation où elle ne pourra pas se présenter. Et donc, même si ça devait susciter pour elle une certaine sympathie de la part du public, ce qui ne semble pas être le cas, là, les manifestations qui ont été tenues à sa défense ont été assez faibles, finalement, eh bien, ultimement, si elle ne peut pas avancer politiquement parce qu'elle est inéligible, je pense que c'est à sa perte. Ça, c'est clair. Benjamin Boivin, membre du conseil, non pas membre du conseil, mais chef de pupitre du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. James Langlois, tu t'es découvert récemment une nouvelle passion pour le hockey. Oui, à vrai dire, là, depuis que je suis devenu catholique il y a 14 ans, je me suis étrangement réconcilié avec le sport, Simon, de manière générale. Je parle pas tant de l'exercice, mais
avec le fait de regarder du sport, là, qui est une réalité de la vie humaine que je considérais comme un vulgaire divertissement là, du haut de mon adolescence nietzschéenne. Bon. Tu es un sportif de salon, si je comprends bien. Oui, et surtout, il faut dire que c'est plus facile d'haïr une chose dans laquelle on n'a jamais pu vraiment se valoriser. Là, je parle ici de mes piètres performances de patineur. Ça ne m'a pas empêché, toutefois, de demander ma femme en mariage sur une patinoire, là, mais je ne me suis pas agenouillé, c'était un petit peu trop périlleux. C'est romantique. Oui, quand même. C'était une défaite pour pas te Je pense que, ce qui m'interpelle le plus dans le sport désormais, c'est vraiment la dimension identitaire, gros mot, là. Mais le hockey, surtout, c'est comme notre sport national, c'est difficile de passer à côté. J'ai comme découvert dans les dernières années les vertus sociales de regarder un match avec d'autres personnes, que ce soit là, devant la télé ou même sur un terrain ou dans un aréna. C'est à peu près comme regarder une soirée électorale en gang, hein? Ça avoue, c'est le fun, ça. Ah oui, mais ça, c'est le fun parce que c'est intéressant. Bon, dans les faits, j'ai très peu d'opportunités pour regarder un match dans ma vie, d'autant plus que je me questionne sur la distance que j'occupe dans mon salon par rapport à la dimension de mon téléviseur. Je vois pas assez bien la POC, ça fait que je me décourage. Là, je suis un peu en discernement à savoir si je devrais m'acheter une plus grosse télé, mais ça, c'est une autre réalité humaine avec laquelle je suis plus ou moins réconcilié. Enfin. Bon, pour tout dire par rapport à la dimension identitaire, là, moi, je serais vraiment excité si les Nordiques revenaient à Québec. Mais pour l'instant, bon, les Canadiens de Montréal font bien l'affaire, on s'entend. Là, comble de l'excitation, les probabilités qu'ils fassent les séries cette année sont plus fortes que jamais. La dernière fois qu'ils se sont qualifiés, là, c'était en 2021. Je ne sais pas si vous saviez. La pandémie. Oui, c'est ça. Je pense que c'est la première fois de ma vie là, que je suis autant le pointage en ce moment, même si je ne regarde pas vraiment les matchs. Je me reconnais On dirait que tu n'es plus assez occupé, James. Non, c'est ça. Je me reconnais plus. Je suis pris d'une mystérieuse fièvre des Canadiens, là, un peu comme celle de tous les bloquistes qui vont voter libéral aux prochaines élections ou de ceux qui s'émeuvent devant les hymnes nationales, Stéphanie? Ah, ouais. Bon, leurs performances des dernières semaines sont assez surprenantes et on ne peut pas passer sous silence ici le rôle qu'aurait joué la Vierge Marie dans la victoire de la Sainte Flanelle contre les Panthers le 1er avril dernier. C'est le journaliste Marc Defoy qui, assis sur la passerelle de presse... Defoy, en plus. Oui, c'est ça. Lors du match, lance à son collègue que ça va prendre un Hail Mary, un Je vous salue Marie, alors que le défenseur Lane Hudson traversait la zone neutre avec la rondelle à 13 secondes de la fin. Imaginez toute la pression, le suspense. 5 secondes plus tard, c'est le but amenant les Panthers en prolongation. La fin de l'histoire, bien, vous la connaissez, ils ont remporté 3-2, une victoire qualifiée de miraculeuse, rien de moins. Qui a dit qu'il n'y avait plus de miracle aujourd'hui? Ben voilà, on en a un devant les yeux. Depuis ce temps-là, les Canadiens ont enchaîné 6 victoires d'affilée sans aucune défaite. Je parie que le frère André aussi est dans le coup parce que l'ailier droit, Patrick Lainé, a profité de sa blessure l'automne dernier pour passer, disons, un coucou au saint portier de l'Oratoire avant de remettre ses patins. Il a publié une photo de lui devant l'Oratoire sur ses réseaux sociaux. L'Oratoire, qui en février dernier a inauguré son nouveau pavillon d'accueil avec son restaurant qui, semble-t-il, fait un tabac pour son poulet barbecue. C'est vrai qu'il fait un très bon poulet. Oui, c'est ça. Ça me donne envie de l'essayer. Ça peut faire quelque chose de bon. C'est ça. Ils ont baptisé le restaurant la Sainte-Fringale. Sainte-Flanelle, Sainte-Fringale ou simple coïncidence, je ne crois pas. Cela étant dit, à l'approche du dimanche des Rameaux qui marque le début de la Semaine sainte, je vais essayer de détourner un peu ma passion pour le CH pour la Passion de Jésus-Christ, même s'il y a 2 matchs prévus en début de semaine. On peut espérer ces 4 matchs qu'il leur reste à jouer avant le début des séries le 17 avril, attention, jeudi saint, soit davantage une montée glorieuse pour les Habs qu'un chemin de croix. D'ailleurs, coup de théâtre, cette semaine, on a eu la confirmation que les Canadiens ont fait l'acquisition d'Ivan Demidov, un peu comme le Parti libéral qui est allé chercher son sauveur pour être certain de ne pas perdre. Le CH a mis la main sur un Russe de 19 ans. Bon, tout à coup, les Russes ne sont plus persona non grata depuis que ce sont les USA, les pas fins. Il est vraiment vu comme un sauveur. Oh oui, et qui a la réputation d'être le meilleur attaquant en ce moment de la Ligue. Tout ça, c'est très prometteur. Après tout, ce pourrait être leur 25e Coupe cette année, ce qui tomberait à point dans le cadre d'une année jubilaire qui a lieu à tous les 25 ans. On aurait ainsi le signe ultime que Dieu a bel et bien posé sa main sur la Sainte Flanelle. Sinon, bien, on pourra toujours se consoler si les Sénateurs ou les Maple Leafs ne remportent pas la compétition. Avec la victoire de Mark Carney, ça risquerait d'être mauvais pour l'humilité des Canadiens. Et là, je ne parle pas de l'équipe de hockey. Bref, bonne Semaine sainte et bonnes séries éliminatoires. Merci, James. Je me disais en t'écoutant que l'Oratoire Saint-Joseph devrait peut-être se lancer dans la pastorale des fans de hockey. Bien, tu sais que le diocèse de Montréal, il y a plusieurs années, on fait des campagnes en utilisant le thème thématique de hockey et de religion ensemble. Je suis sûr que des petits chapelets avec des grains bleu, blanc, rouge, là, ça se vendrait très, très bien. Je pense que tu as un concept, appelle-le tout de suite. C'est bon, je vais le breveter, là. Si vous nous écoutez, là, il est trop tard. Merci beaucoup, James Langlois. Tu es journaliste au magazine Le Verbe. Avec l'affluence de migrants qui se présentent à la frontière entre le Québec et les États-Unis dans les derniers jours, la question de l'immigration refait surface en pleine campagne électorale.
Au-delà de l'urgence de réagir à la situation, on peut aussi s'interroger sur la meilleure manière d'accueillir les nouveaux arrivants. Notre question de discussion choisie par Stéphanie Grimard cette semaine, comment tracer la ligne entre intégration et assimilation? Je trouve excellente ta question. Merci. C'est subtil, là. Jusqu'à quel point on intègre, jusqu'à quel point on assimile. J'aime bien m'interroger sur les concepts puis la signification des concepts. Puis je voyais... en fait, c'est ça. Comme tu disais, on entend beaucoup parler d'immigration en ce moment. Il y a vraiment des centaines et des centaines de migrants qui s'entassent à la colle, à la frontière entre le Québec et les États-Unis. Et là, il y a plein de réactions face à ça. On voit vraiment que ça devient un sujet là, qui commence à prendre la place dans la campagne électorale. Mais moi, ce qui a attiré mon attention, c'est plutôt une lettre qui a été écrite mardi passé, qui concerne un projet de loi qui a commencé à être étudié. En fait, ça a été déposé au début de l'année, en janvier. Projet de loi au Québec. Oui, le projet de loi 84 qui s'appelle la loi sur l'intégration nationale. Donc, c'est un projet comme pour encadrer, pour proposer un modèle québécois, puis encadrer un peu les organismes aussi qui touchent aux immigrants puis aux réfugiés. Puis, pour, si on veut expliquer en quoi ça devrait respecter la culture commune québécoise, puis ces grands principes de laïcité, de l'égalité homme-femme, et le français aussi. Le français revient énormément dans le projet de loi. Et là, c'est contesté. Il y a plusieurs personnalités publiques. Puis en fait, ça a été écrit par la coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés, puis le directeur général de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et migrantes. Donc, eux disent que c'est plus de l'assimilation que de l'intégration? Exactement. Eux, ce serait quoi, justement, la nuance ou la différence? La nuance, moi, j'étais allée voir les définitions. On repart de la base. Puis assimiler, on l'a dans le mot. Ça veut dire rendre semblable à l'autre. Donc, on pourrait penser qu'une assimilation, c'est plus effacer les différences ou gommer un peu les particularités des différentes communautés culturelles. Tandis qu'intégrer, j'ai trouvé une belle définition de ça. Ajouter une nouvelle partie à un tout pour former un tout plus complet. Fait que c'est comme de dire que la société va se transformer grâce à l'apport de l'immigration, plutôt que de dire, parce que dans le projet de loi, ça dit on exige que les nouveaux arrivants adhèrent à notre culture commune. Bien, dans l'idée d'intégration, il y a aussi l'idée de dire bien, la culture peut se transformer au contact des nouvelles populations arrivantes. J'ai pas l'impression que de dire qu'ils doivent respecter les valeurs communes, ce serait nécessairement de l'assimilation ou parler la langue. Je pense que parler la langue, c'est la base pour une saine intégration, parce que comment avoir des relations avec nos voisins au bureau si on ne communique pas, en fait. J'ai plutôt l'impression que c'est quand on empêche l'autre de garder sa culture. Donc, je ferais la distinction pour ma part entre partager sa culture, sa langue, ses valeurs aux nouveaux arrivants ou exiger qu'ils quittent toute leur identité, leurs valeurs et leur culture. Oui, mais prenons des cas concrets, là, parce qu'on peut dire, mettons, moi, je suis une femme, j'arrive en Iran, puis on m'oblige à porter le voile. Bien là, on va me dire, bien là, c'est une assimilation forcée alors que ça ne fait pas partie de ma culture de porter le voile. Or, je peux changer des signes extérieurs comme ça, mais fondamentalement, est-ce qu'on peut vraiment modifier la culture qui est à l'intérieur d'une personne? Je pense que on peut, malgré toutes les mesures extérieures du monde, on ne peut pas vraiment foncièrement changer quelqu'un. C'est là que les définitions de Stéphanie sont intéressantes. Ajouter sans obliger d'enlever. Dans certains cas, on peut apprendre une nouvelle langue sans interdire de parler à la maison sa langue d'origine, par exemple. Puis dans le projet de loi, ça dit même aussi qui exige, en tout cas, qui suggère fortement une participation active des nouvelles cultures dans l'enrichissement de la culture. Donc, moi, j'ai trouvé... En fait, le projet de loi, je le trouve assez vague. Là. Il est toujours question de culture commune ou de modèle d'intégration. Ça va même changer la Charte des droits et libertés pour dire que les droits et libertés s'exercent dans le cadre du modèle d'intégration, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Mais je n'ai pas trouvé là qu'il y avait des accents assimilationnistes. Oui, j'admets que pour moi, c'est un peu une distinction sans différence. Honnêtement, le propos de cette loi-là et en général du modèle québécois de gestion de la diversité culturelle, c'est de fomenter un État commun, finalement. De faire en sorte qu'à la différence du modèle multiculturel canadien, où on admet qu'il peut exister, en un certain sens, plusieurs cités dans la cité, plusieurs modes plusieurs cultures qui vivent en silo les unes par rapport aux autres, mais qui, ultimement, sont réunies dans une forme de patriotisme constitutionnel et d'attachement à la Charte canadienne des droits et libertés. Au Québec, l'idée, c'est, finalement, on a une société québécoise, et l'idée, c'est que les immigrants, peu importe les raisons pour lesquelles, finalement, ils viennent ici, que ce soit des immigrants économiques ou des immigrants liés à une question d'urgence, des immigrants des réfugiés, de toutes les sortes. L'idée, c'est qu'on a une société et qu'on veut que cette situation-là demeure, finalement. Et que d'une certaine manière, qu'on parle d'intégration
ou qu'on parle d'assimilation, pour qu'on ait une seule cité, il faut quand même qu'il y ait une certaine similitude entre les citoyens. Et l'une des similitudes essentielles, c'est la langue. Et c'est probablement la question qui demeure le plus à travers le temps. Ouais, mais en ce sens-là, Maintenant, au Canada anglais aussi, il faut que les immigrants parlent anglais pour... je veux dire, dans la couronne autour de la ville de Toronto, il y a plusieurs parties de cette région-là où l'anglais n'est pas la langue d'usage en réalité. Et ça se dit de plusieurs autres endroits au pays. Et donc, finalement, le propos de la loi, qu'on parle d'assimilation ou d'intégration, l'idée, c'est de former une société qui a des caractéristiques communes suffisantes pour finalement partager un bien en commun, le poursuivre et faire des activités collectives qui ont du sens. Et pour ça, il faut une certaine intégration, assimilation. Maintenant, est-ce qu'on veut vraiment assimiler ou intégrer les immigrants à un ethos commun qui a été inventé dans les 5 dernières années autour de valeurs communes qui ont été déterminées par le gouvernement? Je veux dire, de manière tout à fait abstraite, on a déjà parlé de ça à l'émission. La question de l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est très bien, mais est-ce vraiment un trait distinctif de l'identité québécoise? Je ne crois pas. Mais il y a là vraiment une différence de vision du monde. Mais moi, je pense que cette question-là, finalement, fait apparaître des distinctions qui ne sont pas toujours si utiles à l'action politique. Mais en ce sens-là, au Québec, les valeurs communes auxquelles on tient sont tellement pauvres que j'ai l'impression qu'on n'assimile pas tant que ça. Je pense qu'il y a ce qu'on affirme publiquement, là. Et je pense que ce qui est désiré en réalité par le gouvernement et par la plupart des gens, je pense qu'en réalité, ce qui est désiré, c'est une certaine forme d'intégration culturelle où finalement, les éléments nouveaux qui viennent de la cabane à sucre, Céline Dion, puis... Que les éléments nouveaux... Que ça, c'est superficiel en réalité. Oui, bien, c'est ça. Oui, mais que les éléments nouveaux s'ajoutent à la société de telle manière qu'on puisse encore reconnaître une société canadienne-française culturellement identifiable. Bien, c'est ça, parce qu'on est un peu fragile comme société. C'est peut-être ça aussi qui justifie l'exercice. Puis on voulait vraiment aussi se distinguer de la loi sur le multiculturalisme qui avait été adoptée dans les années 70 au Canada. Là, on veut vraiment quelque chose qu'on appelle plus interculturaliste. Mais c'est ça. Les opposants disent non, on s'en va, il y a une rupture, puis on s'en va vraiment dans quelque chose. J'aimerais vous amener ailleurs. Je trouve qu'un angle mort pour une intégration réussie de nouveaux arrivants, ou dans tout groupe, en fait, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, les relations humaines concrètes. Et je pense qu'au-delà des programmes gouvernementaux, il y a une question qu'on doit se poser personnellement. Est-ce que moi, je me lie d'amitié avec un nouvel arrivant? Est-ce que je l'invite à manger chez nous? Ou je suis juste poli et respectueux? Est-ce que je l'invite même à Noël ou à Pâques? Parce que souvent, ces gens-là n'ont pas nécessairement de famille avec qui célébrer ou vivre leur temps de congé. Je pense qu'il y a un examen de conscience. Si les Québécois souhaitent une intégration réussie, c'est pas simplement des lois et des programmes gouvernementaux qui vont la faire, mais c'est chacun de nous qui doit se lier à ces personnes. Oui, mais ce que tu décris, c'est une intégration de l'immigration à échelle humaine. Et pour que ce soit possible, et je pense que c'est souhaitable, mais pour que ce soit possible, il faut qu'il y ait des proportions soient équilibrées, finalement. Dans une communauté donnée, il peut y avoir une quantité finie de nouveaux arrivants qui sont intégrés par les moyens que tu décris et par d'autres, de telle sorte que dans l'amitié civique, il y ait une similitude qui émerge, similitude qui va être le résultat de changements dans la société d'accueil et chez ceux qui y arrivent. Mais lorsque les proportions sont si grandes qu'elles le sont au Canada, ce que tu proposes est rendu difficile. Et ce qui est le plus possible ou le plus probable, c'est le multiculturalisme canadien. Je propose surtout que les lois favorisent l'amitié civique. Bien, c'est ça, tu parles d'amitié, il faut une certaine réciprocité, parce que si moi, je veux intégrer l'autre, puis etc., mais si l'autre, dans sa tête, il vit à Tombouctou, puis il veut y rester, mais qu'il vit ici, là, je veux dire, moi, ça me dérange. Là. Une intégration, c'est mutuel, autrement dit. L'autre doit avoir un intérêt pour ta langue, pour ton histoire, tes valeurs, pour participer à la vie sociale, politique, culturelle du pays d'accueil. C'est ça, l'action doit venir des deux côtés, là, de l'État qui fait des efforts aussi. Mais ça a été dénoncé aussi, le fait qu'on ne parle pas des conditions socio-économiques qui devraient être offerte par l'État, ou en tout cas garantie. Il y a comme un devoir de l'État qui n'est pas présent dans le projet de loi. Un emploi est une des meilleures manières de s'intégrer à une collectivité. C'est ça. Et ça devrait être le devoir de l'État de, au moins, fournir les conditions de base. On va s'arrêter ici. Évidemment, cette discussion peut continuer, entre autres sur la page Facebook ou YouTube du Verbe Média. Vous pouvez aussi nous écrire à verbomoteur@le-verbe.com. James Langlois, la nouvelle série québécoise Empathie, disponible sur la plateforme Crave, fait sensation en ce moment. Oui, les 2 premiers épisodes sont sortis hier, puis j'ai écouté juste le premier, puis honnêtement, là, les 20 premières minutes, là, j'avais le goût de pleurer, je suis tombé en bas de ma chaise. Mais c'est vraiment fidèle à Florence Lompré, qui est la comédienne principale et aussi, je dirais, la scénariste, l'autrice de l'émission.
Puis ceux qui la connaissent, bien, elle a fait entre autres M'entends-tu, là, il y a plusieurs années, qui est un chef-d'œuvre. Moi, je trouve que c'est de la télé québécoise qui est vraiment succulente parce que dans Empathie, surtout, évidemment, le titre le dit, là, on se plonge dans l'histoire d'une psychiatre qui a des problèmes personnels, qui est prise avec son histoire. C'est encore un peu nébuleux, on ne sait pas trop pourquoi. Mais donc, il y a un nouvel emploi qui sort d'un congé de maladie, qui débarque dans un hôpital psychiatrique et qui a un tout autre mode, une toute autre approche parce qu'on sent qu'elle-même a tellement traversé une période difficile que ça lui donne un autre regard, une autre manière d'entrer en relation avec des patients. Donc, on est capable de développer un regard, justement, sur la santé mentale. C'est évidemment, je dirais, l'enjeu qui est le plus développé dans l'émission. Un regard vraiment bienveillant qui se porte beaucoup plus sur la souffrance que les causes psychologiques, puis qu'est-ce que les personnes vivent véritablement, comment la maladie mentale peut les faire souffrir. Donc, je vous dis, là, il y a des performances là-dedans, des performances incroyables là, des acteurs. Benoît Brière, entre autres, qui est là-dedans, qui joue le rôle d'un patient. Là. Ça a été acclamé ça crève le cœur. Ouais, déjà, ça a gagné des prix déjà. En France. Déjà, puis on pressent déjà des prix Gémeaux là, pour eux. Je vous le dis, là, moi, on tombe dans... Ton cœur s'épanche. Ah oui, mon cœur s'épanche. J'ai déjà hâte d'écouter. L'humour aussi de Lompré. Oui, c'est ça. C'est à la fois très prenant. On a le goût de rire, on a le goût de pleurer. Puis ça aborde, je dirais, des situations de la vie de manière très frontale. Là. C'est toujours un peu trash, là, à la limite. J'aime beaucoup ce titre, là, Empathie, bon, qui vient du grec. En latin, ce serait compassion. On parlait de la Semaine sainte, la Passion de Jésus dans ton édito cette semaine. C'est une valeur profondément chrétienne, occidentale, que l'idée de souffrir avec l'autre, de se mettre dans la peau de l'autre. Exactement. Puis c'est une manière de rentrer en relation avec l'autre aussi qui sort un peu je dirais, de l'efficience ou qui fait regarder l'autre comme un numéro parmi d'autres, alors qu'elle prend vraiment le temps, on le voit, de considérer les patients dans toute leur histoire, dans ce qu'ils sont. Puis c'est ça qui est vraiment touchant, quoi. Bon, James, ça va être dur de résister à la tentation d'aller écouter cette série. Donc, ça s'appelle Empathie. C'est disponible sur la plateforme Crave. Qui est une plateforme canadienne. OK. OK, donc on peut y aller, là, tout en boycottant les Américains. C'est ça? OK, merci, James. Cette semaine, on se laisse sur le tout nouveau simple Year of the Snake du groupe rock canadien originaire de Montréal, Arcade Fire. C'est sorti le 8 avril dernier. Et on peut aussi visionner le vidéoclip sur la plateforme YouTube. Pour écouter, commenter, partager cette émission, eh bien, rendez-vous sur la page YouTube du Verbe Média. Je remercie Marianne Martin et Barthélémy Rieu à la technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs.